Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Aujourd'hui, au podcast minier, j'accueille M. Jacques Bonneau, fort d'une expérience de 40 ans dans l'industrie minière. M. Bonneau a écrit le livre « L'art d'investir dans les juniors minières ». C'est vraiment le pourquoi qu'on a décidé de faire l'épisode avec M. Bonneau, mais je pense qu'il y a un bagage qu'on doit discuter bien avant d'entrer dans ce livre-là. Bienvenue à l'épisode, M. Bonneau. Merci, Manon. On est dans le cadre de Mining Investment Event. Vous êtes ici, vous donnez des classes aux étudiants. J'aimerais vraiment, parce que je pense que c'est un bout tellement important de faire vivre le concret puis que les jeunes comprennent c'est quoi le secteur minier. Je comprends qu'ils étudient dans ça, là, présentement, mais peut-être nous amener à travers le pourquoi vous êtes ici, là, aujourd'hui, puis hier. En fait, c'est Glencore, qui est une grosse compagnie minière, qui invite 50 étudiants à venir à Québec pendant l'événement. Ils sont logés, nourris, puis ils ont des cours avec Glencore, ils ont des cours avec une autre personne qui leur montre comment faire des CV, mais c'est des étudiants qui sont en métallurgie, géologie, mining en général. Puis moi, mon cours, c'est 1h30 sur comment investir dans les compagnies juniors avec toutes sortes de commentaires, tout pour les intéresser, puis un peu les qui trouvent la passion puis l'esprit de créativité que l'industrie offre. Fait que le cours dure 1h30. Hier, j'en ai donné à 25 étudiants. Aujourd'hui, un autre 25 étudiants. Et des nombreuses questions sont intéressées. C'est quoi qui revient le plus dans leurs questions quand vous leur parlez? Je pense que c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir éventuellement dans le secteur. Il y en a déjà beaucoup. Cette année, il y en a 2 qui sont revenus et ils sont déjà investisseurs dans le secteur des juniors minières. Puis ils adorent. Fait que c'est comme dans la vie en général. Quand que t'es bon, c'est parce que t'aimes ça. Puis quand t'es pas bon, c'est peut-être que t'aimes pas ça. Fait que c'est ça qu'on dit souvent à l'école. Quand on a des notes de 100 %, c'est parce qu'on aime ça. Quand on avait du 50-60 %, c'est parce qu'on n'aimait pas la matière. Je pourrais vous le confirmer avec ma fille qui coule ses maths présentement. Mais c'est le même la vie. Fait que faut naviguer avec ça. Mais ce que je leur dis, c'est de trouver des jobs dans lesquels ils vont développer une passion, puis ça va développer leur créativité. Fait que ça, c'est les 2 principaux facteurs qui font que... Parce qu'il y a plusieurs étudiants, après le cours, qui m'ont demandé, là, moi, je suis vendeur pour une grosse compagnie minière, mais c'est pas ça que j'aime, c'est la géologie, puis lâche le côté vente, va-t'en en géologie, c'est ça que t'aimes, c'est ça ta passion. Fait qu'il y a beaucoup d'interrogations encore, puis c'est normal. C'est des étudiants qui sont à l'université en 2e, 3e, 4e année. Fait que c'est normal qu'ils se posent ces questions-là, mais c'était intéressant. J'ai eu de nombreuses questions, puis on leur donnait chacun un livre. Puis je pense qu'ils ont vraiment apprécié. Puis vous, quand vous avez commencé votre carrière, c'était quoi votre passion? La géologie. C'est de découvrir une mine. C'était inné en moi. Je dis souvent que quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'écrivais des lettres aux compagnies minières, Noranda, Falconbridge, Cominco, Alcan, pour qu'ils m'envoient des échantillons de leurs mines. Puis souvent, ils répondaient aux lettres dans ce temps-là. Puis je recevais chez moi, par exemple, pour faire l'Alcan, ils m'envoyaient de la bauxite qui venait d'Afrique, de l'alumine qu'ils avaient fabriqué ici au Québec, puis un morceau d'aluminium. Puis c'était de même pour Cominco, qui était dans le zinc. Fait que j'avais des échantillons de leur mine avec un petit morceau de zinc. Fait que ça arrivait dans des belles boîtes, là. Fait que ça... Je ne sais pas si c'était un esprit de collectionneur ou un esprit de géologie, mais je sais que quand je suis rentré au cégep, j'avais 3 choix. Sur les tableaux, on montrait des feuilles 8,5 par 11. C'était soit géologue,
détective ou journaliste. Quand je disais journaliste, je voyais que c'était un job long terme. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire. Puis pour faire ton nom, il fallait que tu travailles bien trop fort. Ça prenait des années. Après ça, j'ai détective. J'aimais ça aussi. Puis finalement, j'ai pris la géologie parce que c'était écrit un job au grand air. Tu pouvais gagner ta vie honorablement. Tu pouvais trouver la job assez facilement. Puis la géologie, c'est un job de détective. Rechercher des mines, c'est trouver des indices qui vont te permettre de découvrir un gisement. Fait que les deux vont de pair. Puis avec finir ma carrière, quand j'écris un livre, c'est un peu le côté journalistique, mais j'aurais fait vraiment un mauvais journaliste parce que c'est bien trop long d'écrire pour moi. C'est trop compliqué, trop ardu. Dis l'homme qui vient de rédiger un livre. Oui, c'est ça. Un livre de 250 pages qui a pris des années. Quand vous parlez du côté plein air qui vous a séduit vers la géologie, on a réalisé avec l'AEMQ, l'Association d'exploration minière du Québec, le documentaire Libre. On l'a lancé, ça fait au moins 2 ans, mais ouais, 2 ans, 2-3 ans qu'on a lancé le documentaire. Puis ce qu'on voit, c'est ça, justement. Puis on a voulu amener ce côté-là, que les gens comprennent le concret, mais les à côté aussi. Puis t'es fait pour ça ou tu ne l'es pas. Oui, c'est ça. Puis la géologie aussi, ça te permet aussi de visiter différents pays, parce qu'il y a des mines dans plusieurs pays. Puis ça te permet de rencontrer toutes sortes de monde intéressant de différents pays. Là. C'est extraordinaire. Puis je me souviens que l'envers de la médaille, c'est dur pour la famille. Mais quand j'ai décidé qu'avec mon épouse, qu'on demeurait ensemble, je lui ai dit que j'étais géologue. Et j'ai dit, il va falloir que je parte des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, visiter des pays. J'ai dit, si ça ne fonctionne pas, j'ai dit, on est aussi bien d'arrêter de se fréquenter. Oh. Mais elle a tout simplement dit que son père était comme Jean bûcheron. Il développait des terres, il bûchait du bois, puis il partait souvent 2-3 mois l'hiver. Elle a tout de suite compris que, OK, elle comprenait. Elle était dans le pattern. En fait, elle était déjà entraînée pour vivre un peu cette vie-là. Ça n'a pas été si pire que ça, finalement, mais c'est un petit peu l'envers de la médaille, parce que souvent, les géologues ne peuvent pas quitter leur femme ou leurs femmes ne veulent pas qu'ils quittent. Même valeur, mais des fois, il faut que tu montes 1 mois à Bay James. Là. Fait que c'est moins pire aujourd'hui parce qu'à cette heure, ils font du 10 jours, ils reviennent 4-5 jours. Mais à l'époque, on partait des fois tout l'été. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire? Vous avez tout parlé de comment est-ce que vous n'êtes pas écrivain, vous n'aimez pas ça écrire, vous ne vouliez pas être journaliste. Finalement, vous faites plein d'entrevues pour la promotion de votre livre qui a été lancé. Ça fait pas 1 an, là. Mois d'octobre en français, mois de mars en anglais. Et pour un non-journaliste, là, comment ça qu'on a décidé de faire ce livre-là? Bonne question. Je me suis fait prendre au piège. C'est que j'ai commencé à donner des conférences vers 2010, 2015. Dans ces années-là, je donnais 1 ou 2 conférences par année. Puis les gens me demandaient d'écrire un livre. Puis là, je me suis mis à dire, je vais l'écrire le livre, je vais l'écrire. Les années ont passé. Puis là, on se ramasse en 2024 avec le livre. Fait que j'ai pris des notes pendant toutes ces années-là. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est de le rendre accessible pour le commun des mortels. Puis je reçois beaucoup de compliments sur le livre parce que les gens me disent c'est pas trop technique, c'est facile à lire. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, je suis capable de l'appliquer à tous les jours. Fait que ça, c'est le côté. Mais la principale raison, c'est que je me suis fait prendre au piège. Dans le livre est divisé par des sections. C'est sûr que là, au podcast minier, on est en connaissance de cause beaucoup, les gens qui l'écoutent. Puis je me suis dit, on passera pas à travers comment fonctionne l'industrie minière et tout ça. Moi, j'ai vu cette entrevue-là pour m'éduquer moi. Là, ça fait 2 entrevues que je parle de vous, parce que je savais que vous veniez sur le podcast minier avec Mathieu Savard, Pascal Lemelin. Voyons. Parfait.
Hamelin. Eh non, mais ça fait ces temps-ci avec les noms, c'est moyen mon affaire. Comment est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui investit dans le secteur minier? J'ai jamais été à la bourse. Moi, j'ai mon père qui a été là-dedans toute sa vie. J'ai mon frère Mario que vous connaissez, mon frère Serge. Tout le monde, toute ma famille a toujours gravité autour du secteur minier puis de la bourse. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Et je me suis dit, ben moi, si je voulais investir, comment je m'y prends? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Combien d'argent faut que je mette? Comment de temps faut que je laisse mon argent là? Quand est-ce qu'il faut que je la retire? Fait que je me suis dit, ben c'est un petit peu tout ça que je voulais voir avec vous. C'est tout écrit dans le livre. C'est ce que j'ai vu. Le livre a été fait en fonction de ça. D'abord, la première partie, c'est les règles d'or. C'est des règles d'or que tu dois suivre si tu veux être prospère dans le secteur. Si tu ne suis pas les 6 principales règles d'or, tu vas perdre ton temps et ton argent. Ça serait quoi ces 6 règles-là? Bien, la première, c'est cyclique. Fait que ça répond un peu à ta question, là. C'est cyclique. Fait qu'il faut que tu développes ton attitude de trader. Tu peux pas, c'est pas comme acheter de la Banque Royale ou du Dollarama ou des actions du CNR. C'est cyclique. Donc, il y a des hauts et des bas. Fait qu'il faut que tu apprennes à acheter, tu essaies d'acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Ça, c'est, première chose, c'est cyclique. OK? Fait que, Mais vous dites quand c'est ça, juste dans le livre, qu'est-ce que j'ai lu, c'est vous dites que ce n'est pas un monde de buy and hold. c'est ça. Buy and hold, ça veut dire, par exemple, tu vas acheter des actions de Dollarama ou la Banque Royale, tu vas les garder toute ta vie, un peu comme Warren Buffett. Puis tu vas les garder toute ta vie, puis ça va faire un rendement de 10 par année. Tandis qu'une junior, même des grandes compagnies minières comme Teck, si tu avais acheté le titre de Teck il y a 20 ans, c'est à peu près le même prix aujourd'hui. Mais il y a, mettons, 50 pièces. Il y a 20 ans, 50 pièces aujourd'hui. Mais pendant ces années-là, il est descendu 3 fois à 4 pièces. Donc, si tu l'as acheté à 4 pièces puis remonté à 50 2 ans plus tard, tu as fait fortune. Après ça, ça baisse à 4 pièces encore, puis là, ça remonte à 50 pièces ou 60 pièces. Fait que c'est ça que je dis que c'est un monde où il faut que tu trades, il faut que tu apprennes à vendre, puis tu peux pas, c'est pas un monde de buy and hold. C'est pas... Oui, puis je pense que je l'ai mal expliqué à Pascal tantôt dans l'entrevue, parce que justement, Pascal, lui, moi qui connais la bourse, tu sais, mais Pascal, il disait, ben lui, il achète, il vend, mais il garde un peu ses actions. Oh, là, oui, ben, la moyenne... Il me semble, M. Bonneau, il dit de pas faire ça. Il va falloir retourner dans cette entrevue-là. Mais l'autre chose, c'est que il faut que tu apprennes aussi qu'il y a à peu près 2 compagnies sur 10 qui vont faire 80 de tes profits. Ça veut dire qu'il y a 8 compagnies, tu vas perdre de l'argent ou tu vas faire le break-even. Donc, il ne faut pas que tu t'attendes à chaque fois que tu achètes une compagnie junior de faire un home run. OK? Ça sera pas... Il y a 2 winners sur 10. Sur 10 compagnies, là. Sur 10 compagnies, il y a 2 compagnies qui vont faire 80 de tes profits. Fait que ça, c'est important à connaître, là. Tu ne feras pas de home run avec. Il y a l'autre chose aussi, c'est que dans le domaine minier, il y a l'exploration, puis la phase de développement, puis la phase de production. Dans la phase de développement, là, c'est une phase orpheline. Tu perds de l'argent. Fait que quand un junior que tu as acheté à 20 cents fait une découverte, puis monte à 2 piastres et demi, 3 piastres, lorsqu'elle va annoncer un calcul de ressources, elle va probablement se mettre à descendre parce que là, c'est la phase de développement où il faut aller chercher les permis, faire le financement, l'acceptabilité sociale. Fait que c'est pas une phase que les investisseurs aiment. Fait que le titre va perdre de la valeur, mais lorsque la compagnie va s'être financée puis être prêt à développer son gisement, là, tu vas faire du 300-400 %. En exploration, tu peux faire 1000, 2000, 3000, même 10 000 %. En développement, tu vas perdre 50 % de la valeur. Puis après ça, quand la compagnie repart construite, tu vas faire 300-400 % de ta valeur. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Vous avez dit gisement. C'est quoi la différence entre un gisement et un gîte minier?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai essayé de... Ça m'a pris du temps. Ça, c'est le genre de piège que tu as quand tu écris un livre. On peut en parler, mais pour l'écrire, c'est différent. Mais je te dirais qu'un gîte minier, c'est une ressource minière dont on ne sait pas si c'est économique ou si c'est pas économique. Un gisement, c'est une ressource qu'on va développer pour mettre en production. Donc, un gisement, là, un gisement, normalement, c'est une ressource minière qui est en production. Jusqu'avant la production, c'est pas un gisement. Ça reste tout le temps une ressource minérale qu'on peut appeler ou un gîte. Donc, souvent, la majorité des compagnies vont découvrir des gîtes. Ça ne sera jamais économique, donc ça ne deviendra jamais un gisement. Puis moi, j'ai une autre question que je suis game de juste poser à vous, mais là, tout le monde va le savoir, mais on parle tout le temps des juniors. Puis là, moi, j'ai mes employés qui arrivent travailler chez Rouillé, ils arrivent de l'Université Laval en communication, en marketing. Ils sont là. Pourquoi maintenant on parle de compagnie d'exploration? Des fois, on parle de juniors. Des fois, qu'est-ce qui fait que c'est une junior? OK. Dans le livre, je le décris bien. Il y a des juniors d'exploration, puis il y a des juniors en développement aussi. Donc, c'est des compagnies qui n'ont pas de revenus, grosso modo. Donc, ils se fient sur le potentiel de leur projet d'exploration pour lever de l'argent, pour essayer de découvrir un gisement. Les compagnies qui sont en développement, eux autres, ils essaient de prouver que leur ressource va être économique si on la met en production. Mais dans ces deux cas-là, les compagnies, pour ça qu'on les appelle les juniors, là, ils n'ont pas de revenus. Fait que, tandis que quand tu es en production, tu as des revenus de ta production, mais les juniors sont obligés d'émettre des actions pour faire des financements année après année, trimestre après trimestre, pour lever de l'argent pour aller faire de l'exploration ou développer leurs ressources. Puis lever de l'argent, les compagnies deviennent pratiquement toutes publiques, mais celles qui restent privées... Oui, ils font la même chose. Il faut qu'ils lèvent de l'argent, mais c'est privé. Puis souvent, la compagnie va rester privée jusqu'à temps que les gens décident de la rendre publique. Ça n'arrive pas souvent, là, mais c'est peut-être 2 des compagnies qui sont privées. Quand tu es privé, ben, tu peux faire monter le prix de ton titre. Fait qu'au lieu de rentrer à la bourse à 20 cents, tu peux peut-être rentrer à 50 cents ou une pièce parce que privément, tu as levé de l'argent, tu as prouvé que tu avais une ressource ou tu as prouvé que tu avais un bon projet, puis là, soudainement, tu as besoin de 20 millions. Fait que dans ce temps-là, c'est pour ça que les compagnies vont à la bourse. Il y a combien de compagnies juniors présentement? Au Canada, 1350. Donc, 950 listés à la Bourse de Vancouver, 300 à Toronto, puis 300-400 sur le Canadian Stock Exchange, la CSE, la Bourse qui est à Vancouver. Sur les 1300, il y a 20 qui vont rapporter. Non. Sur les 1350, si tu lis le livre et tu deviens un assez bon investisseur, tu vas t'apercevoir qu'il y a un 20 qui vont attirer ton attention. Le reste, c'est oublie ça. OK? Si tu es un bon investisseur, fait que tu évalues 1350 compagnies, il t'en reste 250, parce que c'est le 20 Dans ce 20 %-là, tu vas aller investir, puis il y en a 2 sur 10 qui vont rapporter 80 de tes profits. Mais tu vas avoir éliminé 1100 compagnies. Là. Puis là, dans cette élimination-là, le premier facteur, c'était le cycle qui fallait regarder. Non. Le premier facteur, souvent dans les compagnies, quand j'ai commencé à investir, moi, comme je suis géologue, je regardais les projets, le potentiel du projet. Mais à travers les années, je me suis aperçu qu'il faut surtout mettre le focus sur le personnel. Puis dans le livre, je le décris bien, là, c'est le personnel, le management, il faut qu'il y ait l'esprit entrepreneurial, il faut qu'on ait l'expertise, puis surtout, il faut avoir le network. Des gens qui sont capables de communiquer leurs projets, de maintenir leur réseau de contacts. Fait que c'est vraiment ça qu'on a besoin. Puis, tu sais, vous en parliez aussi, l'importance de la communication, justement. Tu sais, si on reste dans notre vase clos, puis on ne parle pas de notre projet, puis il n'y a personne... T'as beau avoir l'expertise, si tu n'es pas capable de communiquer, c'est un monde où il faut tout le temps que tu ailles chercher de l'argent.
Fait qu'il faut que tu trouves des investisseurs. Puis les investisseurs, ils aiment les histoires. Fait qu'il faut que tu sois capable de compter ton histoire, de les attirer, maintenir le réseau. Fait que c'est vraiment... Normalement, c'est le président qui fait ça, mais dans les bonnes compagnies, c'est souvent le président puis le vice-président exploration. Puis dans le livre, là, je peux prévoir qu'une compagnie qui a pas l'expertise, où elle va s'en aller, ça ne performera pas. Je suis capable de définir en fonction, si une compagnie a juste l'esprit d'entrepreneurship, puis a le talent de communicateur, mais il n'y a pas l'expertise, c'est pas mieux non plus. Fait qu'il faut tout le temps, quand tu évalues le personnel d'une compagnie, il faut que tu essaies de trouver les trois principales caractéristiques. Puis quel autre facteur que je dois regarder? Bien, il y a toujours, c'est sûr, OK, la première chose que tu dois regarder, c'est comment il y a d'actions d'émises, c'est quoi le prix. Fait que s'il y a 50 millions d'actions émises à 20 cents, ça vaut 20 cents, donc ça vaut 10 millions de capitalisation boursière. Il faut que tout de suite, là, tu dis 10 millions de capitalisation boursière, bien, tu sais que si tu découvres une mine, ça peut monter à 500 millions. Fait que là, tu peux faire beaucoup d'argent, de 10 millions à 500 millions. La deuxième chose, il faut que tu regardes s'il y a de l'argent dans la compagnie. S'il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent un financement. S'ils font un financement, ça va faire une dilution. Est-ce que le financement va être en bas du prix de l'action? Fait que s'il n'y a pas d'argent, c'est pas nécessairement bon, là. Fait que ça, c'est les principaux dans... Après ça, tu as les projets. Les projets, j'essaie d'expliquer très simplement dans le livre comment évaluer les projets, ce qui n'est pas simple, mais j'ai eu beaucoup de compliments sur la simplicité parce que c'est une question de localisation, de logique, puis de probabilité. Est-ce que le projet il est proche de d'autres projets? Est-ce que... C'est en plein ça. Puis il n'y a pas des mines partout. Tu n'iras pas chercher, par exemple, tu n'iras pas à la chasse à l'éléphant dans le nord du Canada. Ou tu n'iras pas chasser l'ours polaire au Sahara. OK? Fait que c'est la même affaire en géologie. Si une compagnie te dit « je cherche de l'or dans le Sahara », bien, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de gisement dans le Sahara. S'il y en a pas, il y en a peut-être, là, mais il n'y en a pas pour l'instant. Fait que les gisements sont tous regroupés. On sait exactement où ils sont sur la planète. Comme en Abitibi, un bel exemple, 85 de l'or qui a été extrait en Abitibi viennent de deux principales failles. La faille de Larder Lake Cadillac puis la faille de Destor Port Twain. À environ 5 à 10 km de part et d'autre de cette faille-là, il y a 85 de l'or qui a été extrait. Fait que si tu as des projets qui sont d'une compagnie junior qui sont le long de cette faille-là, tu as des chances d'être plus chanceux que si tu es dans le nord du Québec. C'est sûr qu'il y a d'autres gisements à découvrir dans le nord du Québec, mais tu as plus de chances le long, si la compagnie junior a des projets le long de la faille de Cadillac. Si je vous disais que vous avez le choix d'un endroit dans le monde où investir, ce serait où? Le meilleur endroit? Si tu cherches du cuivre et de l'or, c'est probablement en Amérique du Sud. Chili, Argentine, ça c'est cuivre-or, là. Puis c'est dans des pays quand même qui sont pas trop de problématiques, là, parce que j'en parle, la géopolitique, c'est très, très important, là. Pour l'or, je te dirais qu'au Canada, c'est le Golden Triangle, qui est dans le nord de la Colombie-Britannique. Il y a une région là, qui a peut-être 1000 km par 500 km. On a découvert déjà 5-6 gisements dans les dernières années. Des gisements d'or, des fois des gisements de cuivre. Fait que ça, c'est des... Puis le Nevada. Le Nevada où il y a encore beaucoup de ressources à découvrir, là. Fait que c'est à peu près... Ici, au Québec, puis en Ontario, un des problèmes en Ontario, c'est les Premières Nations qui empêchent l'exploration sur plusieurs grandes régions en Ontario dont la géologie est très favorable, mais c'est difficile de faire de l'exploration. Au Québec aussi, on a des problèmes d'acceptabilité sociale. Fait que ça, c'est moins. Puis ici, souvent, notre géologie est un peu plus mature. Fait que c'est plus difficile de découvrir un gisement. On a toutes sortes des actions accréditées pour favoriser l'exploration, mais ce qui nous manque dans le secteur, c'est des découvertes. Ça prendrait... Là, actuellement, on est dans un marché aussi. Je pense qu'on devrait avoir une bonne année pour les juniors. Ça fait déjà 3-4 mois que ça a commencé.
Le prix de l'or est bon. Ce qu'on aimerait avoir, la cerise sur le Sunday, ça serait des découvertes. Ouais. Fait que si on avait des découvertes, ça changerait complètement l'enthousiasme. Il y a quand même beaucoup de gens ici qui sont enthousiastes, mais Je sens de l'énergie là, Oui. de la part des juniors, là, puis des Oui. des investisseurs aussi. Là. ah oui, ben, les investisseurs, ils ont tous fait du 20 ou 30 facile là, depuis 3-4 mois. Là. Et- On parle des mines d'or. Vous venez de parler des mines d'or. Tantôt, vous disiez que dans la juridiction du cuivre, mais dans le livre, vous parlez aussi que le cuivre et le zinc sont probablement les minerais les plus faciles à extraire. Ou les... Non? non. OK. Ben, Ça, j'avais- oui, Je faisais pas à extraire, mais à découvrir. Ce que... ouais, les gisements de sulfure massif sont plus faciles parce qu'on a des technologies comme des levées géophysiques qui permettent de les détecter jusqu'à presque 500 mètres de profondeur. Fait que, tandis que l'or, c'est plus diffus. On n'est pas capable de reconnaître s'il y a un gisement d'or à 300 mètres de profondeur. Là. C'est le même. L'or, c'est très... Quand tu dis que 1 gramme d'or, là, c'est très, très petit. Là. Fait que les gisements d'or sont plus difficiles à découvrir que les gisements de sulfure massif. Puis les gisements de sulfure massif sont souvent en grappe. Comme à Rouyn-Noranda, on en a eu 16. La découverte de 16 gisements de sulfure massif. Fait qu'ils sont dans un secteur qui a 20 km par 15-20 km. Là. Fait que c'est... Le lien, vous faites dans le livre le lien entre le dollar américain puis le cycle boursier. C'est fondamental. C'est pas compliqué. Ce que j'explique, c'est que quand le dollar US baisse, la valeur du dollar US baisse par rapport aux autres monnaies sur la planète, le prix de l'or augmente. Et quand le prix de l'or augmente, c'est tout de suite, ça s'en va sur le TSX Ventures, qui regroupe les compagnies juniors à Vancouver. Les compagnies juniors se mettent à monter parce que le prix de l'or monte. Quand le dollar US est fort puis augmente, le prix de l'or baisse, puis les petites juniors baissent aussi. Fait que c'est une réaction en chaîne. Puis c'est très, très important de comprendre ça. Actuellement, le prix de l'or est très élevé, peut-être à cause de Trump, à cause des 2-3 guerres. Mais Trump, ce qu'il nous dit, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai, mais il va avoir un dollar US plus faible. À chaque fois que le dollar US baisse de 1 le prix de l'or monte de 100 pièces. Donc, c'est vraiment une réaction en chaîne. Puis les investisseurs, c'est la première chose qu'il faut que tu regardes. Là, parce que la première chose quand tu viens pour investir, c'est regarder les cycles. Est-ce que quand tu investis est-ce que c'est est-ce que je suis dans une bonne période, une bonne tendance? Aujourd'hui, c'est une bonne tendance. Mais la tendance n'a pas été bonne depuis 2012 à 2025. On a eu 2 belles runs, là. En 2016, qui a duré 8 mois, puis en 2019, qui a duré 12 mois. Mais le restant du temps, le marché des juniors était à la baisse. Tandis qu'entre 1975 jusqu'à 2012, c'était 44 des juniors à la hausse, 40 à la baisse, puis le reste en consolidation. Fait que, normalement, c'est presque moitié-moitié, mais là, ça a été depuis 12 ans, 13 ans, c'est seulement 13 à la hausse. Fait que c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas... pour ça qu'on n'est pas nécessairement peut-être la saveur du jour. Absolument. Pour les gens qui écoutent là, puis se disent, bon, ben ça serait quoi, là, vous l'avez écrit le livre, vous l'avez vécu, vous m'avez dit, même vos gars ont suivi vos conseils, puis ils ont réussi à se faire de l'argent en investissant justement à bourse. Ouais. Ça serait quoi le mot de la fin qu'on faut absolument savoir? Bien, c'est une bonne question. Moi, ce que je dis souvent aux gens, j'ai mis tous mes efforts à écrire ce livre-là. Achète le livre, lis le livre, et je recommande 2-3 autres livres à lire en parallèle. Va dans des rencontres minières. Oui. Rencontre des gens, demande à ceux que tu connais sur le plancher, c'est quoi les meilleures compagnies dans lesquelles que tu investis. Puis, comme ça, tu vas te former un réseau.
Puis, ce réseau-là va faire en sorte que peut-être là, tu vas communiquer, il va te parler d'une compagnie, tu vas l'évaluer. Puis, si tu vas être meilleur que 80 des investisseurs si tu fais ça. C'est pas trop compliqué, là. C'est de mettre le temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça, le temps, je le dis, là, c'est à peu près... C'est Rick Rule qui disait que ça prenait à peu près 1 heure par mois par compagnie. C'est pour ça que je dis dans le livre, normalement, 15 à 20 compagnies, c'est correct. Fait que c'est 15 à 20 heures par mois. Donc, mais il y en a qui font ça full-time, puis ils aiment ça. Fait que... Mais qu'est-ce que vous dites là, de s'intéresser puis d'y aller? Hier, il y a quelqu'un, Alan, qui s'appelle, je sais pas son nom de famille. Alan, il travaille en technologie de l'information de chez eux. Il habite à Montréal, anglophone, habite à Montréal. Lui, il fait tous ces shows-là. Parce qu'il est investisseur, il veut connaître le secteur minier. Il connaît pas full le secteur minier. Puis quand que je l'ai pas revu, mais s'il était passé, je pense que je l'aurais pris, lui, avec vous, en entrevue au podcast minier. Lui, il a des questions, vous aurez pu y répondre. Mais je ne l'ai pas revu, mais sinon, c'est exactement ce qu'il fait, là, Alan de ce monde. Là, il ne travaille pas du tout dans le secteur minier. Ça fait 3-4 personnes que je vois qui viennent nous jaser un peu, puis ils sont ici pour s'informer, pour voir où mettre leur argent. Puis ça, ils ont quand même décidé de venir ici à Québec dans ce show-là. Fait que moi, je trouve ça... wow! Là, il faut juste en parler encore plus là, du secteur minier, puis d'attirer des gens, d'attirer des investisseurs, parce que sans eux, il n'y en aura pas de secteur minier. C'est exactement. On a besoin, c'est une des raisons d'écrire le livre. Là. Pour moi, c'est un legs à la communauté, mais en même temps, c'est pour attirer des jeunes. C'est pour ça que je donne des cours ici. C'est pour attirer des jeunes dans le secteur. Même ceux qui sont investisseurs dans le secteur, je suis convaincu qu'ils vont lire le livre, puis ils vont s'améliorer. Puis même, ils vont peut-être avoir un avantage compétitif sur les autres investisseurs. Fait que, mais ça se passe souvent dans ces meetings-là. Ça peut être le PDC, ça peut être le FRIC à Vancouver. Allez dans ces conférences-là, rencontrer des gens, puis surtout demander à vos amis ou aux gens que vous connaissez, c'est quoi les meilleures compagnies dans lesquelles investir, là? Puis là-dedans, j'explique aussi des comparaisons. Les gens vont être capables de faire des comparaisons. Il n'y a rien de mieux. Quand tu vas acheter une auto, tu compares les autos. Compare les compagnies ici. Oui, puis vous avez mis aussi, j'ai vu un tableau où est-ce qu'on peut prendre nos notes, puis on peut, quand on évalue, vous avez mis tous les points pour évaluer la compagnie. Oui, on peut se faire, si on va sur le site investingingenieurs.com, il y a, mon fils a mis une page où on peut imprimer la page, puis faire la cotation. Merci énormément, M. Bonneau. D'après moi, je m'en vais investir, là. Eh bien, merci à toi, Manon. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.